flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, alors on est très heureuse de vous recevoir en ce début du mois d'octobre pour parler d'un nouveau thème qui est la nutrition. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui donc Ariane et Nathalie. Et nous avons Angelica parce que nous avons aussi la chance d'être à côté d'Aix, on peut dire ça comme ça, à Jouques, dans le centre de Nathalie. Et Angelica donc n'est pas avec nous malheureusement, elle est à Paris et elle est au téléphone. Voilà. Est-ce que vous voulez vous présenter, Ariane, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Alors moi je suis Ariane, j'ai 43 ans, je vis à Aix-en-Provence et je suis chef en cuisine végétale. C'est pas un métier que j'ai toujours exercé, mais ça fait désormais 8 ans maintenant suite à une implication personnelle parce que je suis devenue végétarienne il y a un peu plus d'une dizaine d'années et du coup voilà, j'ai donné corps à mes idéaux à travers ce métier. Et je me suis formée à la naturopathie. Je suis sortie d'école en 2012, donc un bagage qui m'a aussi servi dans mon chemin personnel et puis aujourd'hui au service de ma cuisine. Et donc moi j'ai une particularité, c'est que je suis chef nomade, donc je suis hors les murs, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de pas avoir de laboratoire ou de restaurant, donc j'interviens chez les particuliers pour des prestations de chef privé et puis j'interviens aussi dans une école de cuisine qui s'appelle Vers la table et qui existe depuis 4 ans et qui forme des professionnels à la cuisine végétale et sans allergènes. Ah ben ça fait tout un programme, on a envie de poser 1000 questions, mais on va se retenir pour le moment. Est-ce que Nathalie, tu veux te présenter? Oui, bonjour. Donc moi c'est Nathalie. J'ai 52 ans. Je suis naturopathe depuis 8 ans aussi. On a fait la même école avec Ariane, mais c'était une reconversion professionnelle. Je suis infirmière de profession. J'ai exercé pendant une vingtaine d'années en milieu hospitalier, en tant qu'infirmière et en tant que cadre de santé. Et depuis, ça fait 8 ans donc où j'ai arrêté ma première activité. Je me consacre à la naturopathie et j'ai découvert le jeûne il y a quelques années et maintenant nous avons ouvert avec mon mari un lieu où nous accueillons des stagiaires, des gens qui viennent faire du jeûne et c'est notre activité maintenant principale dans ce beau lieu à ma petite campagne à Jouques. Et c'est très joli, hein. On vous montrera des photos parce que je pense que vous auriez bien envie d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Moi, en tout cas, j'ai envie d'être avec vous aujourd'hui. Oui. Désolée, Angelica, on t'enverra des photos. Tu viendras la prochaine fois. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Ariane. Donc, toi, t'es devenue végétarienne et c'est ça qui t'a donné envie, en fait, d'être chef végétal? Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc la formation que j'ai faite en naturopathie, il y avait des cours de nutrition. Et ces cours de nutrition, j'ai découvert qu'on pouvait être en santé sans consommer des protéines animales, sans manger de viande. Et je pense que c'était concomitant aussi à toutes les premières vidéos de maltraitance animale qui étaient un petit peu émergentes à l'époque. Et donc du coup, j'ai pris la décision à ce moment-là, pendant ce parcours, où justement j'avais accès à de l'information nutritionnelle, de devenir végétarienne. Et donc j'ai mis en place ce végétarisme vraiment en parallèle de la formation. Et après, donc, tu t'es dit, il y avait pas forcément tu trouvais pas forcément ce qui te correspondait dans la cuisine, c'est toi qui as commencé à inventer des choses? Alors voilà, moi au départ je cuisine pas, c'est-à-dire que j'apprécie la table, j'apprécie la convivialité de la table, mais quand j'avais une alimentation dite conventionnelle, je sais pas comment le qualifier, mais on va dire plutôt traditionnelle, effectivement j'avais pas cette appétence pour la cuisine, et ce qui m'a vraiment ouvert les portes de la cuisine, c'est que quand je suis devenue végétarienne, il a fallu que je me nourrisse avec bon sens, et donc j'introduise en fait des protéines végétales, il a fallu que j'apprenne à combiner les ingrédients entre eux pour pouvoir créer un équilibre alimentaire. Donc ça a été la première démarche. Et par la suite, je me suis rendu compte que quand je mangeais au restaurant, j'étais toujours très triste de ce qu'on me servait parce que je mangeais en accompagnement. Je mangeais la salade, le riz, les haricots verts, les pommes de terre. C'était un peu répétitif. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de proposer la cuisine que moi j'aimerais recevoir. Et donc en fait, c'est parti comme ça. C'est parti sur ce postulat de dire voilà, moi je vais cuisiner comme j'aimerais qu'on me propose à manger quand je vais au restaurant. C'est génial. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu un challenge de se dire je vais pas, parce que dans la cuisine végétale, il y a pas de produits, donc rien de produits de base animale, tout ce qui est lait, c'est ça? Oui, le principe de la cuisine végétale, c'est qu'elle est vraiment, elle privilégie vraiment tout ce qui va être céréales, légumineuses, les fruits, les légumes, et effectivement, on n'a pas tout ce qui est produits animaux et sous-produits animaux, donc pas de viande, pas de poisson, pas de laitage, et puis en cuisine végétalienne, pas d'œufs. Et pas de miel?
Et pas de miel non plus. Ouais, en cuisine végétale, on n'utilise vraiment pas les produits qui sont issus de l'animal, en fait, même des plus petits animaux. D'accord. Et par exemple, tu vas proposer, comme tu es chef nomade, tu vas aller proposer pour un événement où il y a beaucoup de gens ou des événements plus petits. Oui, alors en fait, quand je me suis lancée, en réalité, on s'est lancé à deux. Dans l'aventure, on a créé une structure qui s'appelle Pop-up Végétal, donc avec mon amie Julienne, qui est devenue maintenant vraiment une complice en cuisine. On a créé des tables éphémères parce qu'on n'était pas issus toutes les deux de la restauration. Même moi, si j'avais fait un petit parcours en restauration, parce que j'ai eu la curiosité d'aller voir comment ça se passait, mais je me considérais déjà un petit peu trop avancée dans ma démarche pour aller vers un CAP de cuisine. Et comme c'est pas une profession qui est réglementée, à l'inverse de la pâtisserie, on peut pas dire qu'on est pâtissier si on n'a pas le CAP de pâtisserie. À l'inverse, il n'y a pas de réglementation autour de la cuisine, donc on peut s'improviser chef sans avoir forcément le bagage du CAP. Donc moi, j'ai vraiment fait mes armes sur le terrain et donc on a créé des tables éphémères dans des restaurants, ce qui a permis de prendre aussi en main l'aspect professionnel d'une cuisine en restaurant. Et donc on a créé des tables où on proposait des menus végétaux pour faire découvrir justement cette cuisine-là. Et puis ensuite j'ai fait des résidences culinaires, comme on fait des résidences d'artistes. Maintenant ça s'est beaucoup développé. À l'époque ça se faisait un petit peu moins. Donc j'avais les rênes d'un restaurant pendant 1 an et par exemple tous les vendredis soirs je proposais en fait un menu 100% végétal. C'est un restaurant qui était occupé par les propriétaires du restaurant la journée. Et moi, j'intervenais le soir, justement, pour proposer une carte différente sur laquelle j'avais carte blanche. Et de fil en aiguille, comme ça, je me suis constituée une activité professionnelle qui est aujourd'hui très variée parce qu'effectivement, je fais de l'accompagnement de séjours détox, par exemple. Je fais de l'accompagnement aussi sur des séjours yoga, bien-être, etc., où je cuisine. J'interviens aussi chez des particuliers sur des plus gros événements aussi. Ça peut être des mariages, des événements comme ça, où là, on est plus sur des dimensions autour de 200 personnes. Et puis, j'ai développé un volet formation. Donc, j'interviens dans une école de cuisine qui s'appelle Vers la table à Roquevert depuis 4 ans où je transmets en fait mes compétences en cuisine dans d'autres lieux aussi. Et j'organise aussi pour le coup des workshops pour les professionnels de la restauration qui veulent aller vers le nomadisme parce que c'est vraiment une tendance. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est des métiers qui étaient qu'on connaissait contextualisés dans un restaurant avec une salle de restauration, etc. Et il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent justement s'extraire un petit peu de ces conditions-là et de vivre le métier plus librement. Et du coup, on accompagne donc avec Julienne aussi des personnes sur cet axe-là du nomadisme. Donc, ça permet de voyager à travers la France pour certains, à travers le monde pour d'autres. Ah, c'est Génial. Ouais, c'est génial. Et du coup, quand par exemple vous faites des mariages, des choses comme ça, est-ce que tu proposes une carte que végétale ou est-ce que tu es obligé de rajouter, tu vois, ou est-ce qu'ils les gens font appel à 2 chefs, toi et un autre s'ils veulent avoir un mix des 2 ou comment ça se passe? Alors en général, les mariés sont véganes tous les 2, donc ça facilite souvent. En tout cas, jusqu'à présent, ça a été le sujet. Souvent, on leur conseille de d'ailleurs pas annoncer à tous les convives qu'il s'agit d'un mariage vegan, parce que ça soulage un petit peu certains qui peuvent avoir des petites angoisses par rapport à ça. Toujours pareil, la méconnaissance fait que ça crée des peurs autour de cette cuisine-là. Et nous, on est vraiment, moi, je suis vraiment que sur un axe de cuisine végétale. Donc, s'il y a des matières animales, moi, je m'en charge pas, par contre. Donc, effectivement, à eux de prendre en charge aussi un plateau de fromage, parce que ça peut être aussi une possibilité. S'il y a d'autres produits qui impliquent les animaux, en tout cas, moi, je ne m'oblige pas à ça. Et est-ce que c'est des gens qui viennent découvrir, pour aller un peu dans le sens de la question d'Angelica, est-ce que c'est des gens souvent qui sont véganes et qui sont très heureux de pouvoir, ou qui ont des intolérances alimentaires, de pouvoir justement pouvoir goûter à quelque chose de nouveau et pouvoir avoir plus de variété dans ce qu'on leur propose? Ou est-ce que des fois, c'est des gens qui sont curieux et qui veulent découvrir? En général, c'est plutôt... Alors pour les mariages, sensiblement, c'est parce qu'il y a un des mariés, voire le couple, qui est végétalien. Mais pour le reste, franchement, au départ, je pensais que j'allais cuisiner de la cuisine végétalienne pour des végétaliens. Et en fait, c'est vraiment à la marge. C'est-à-dire qu'on a très peu de véganes, en fait, dans notre clientèle. On a surtout des personnes qui apprécient manger, qui aiment les expériences culinaires. Et en fait, je saurais pas le chiffrer, mais je pense que c'est un tout petit pourcentage de notre clientèle, les véganes, en fait. On a vraiment plus des personnes, qui ont le goût de la cuisine et le goût de la table et qui souhaitent justement vivre des expériences culinaires un petit peu différentes. Et puis, comme elle est pas codée, cette cuisine, les gens savent pas à quoi s'attendre.
surprendre. Donc l'avantage pour nous, dans notre métier, c'est qu'on a souvent une carte blanche sur les menus, parce qu'ils savent pas exactement quoi demander. C'est pas comme quand on demande à un chef traditionnel de faire, je sais pas, une bouillabaisse parce qu'on est en Provence. Bah là, pour le coup, ils savent pas trop, donc ils se laissent surprendre et ça laisse beaucoup de place à la créativité. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et est-ce que du coup, tu parlais du chef en Provence qui fait la bouillabaisse, est-ce que tu t'adaptes aux régions comme t'es nomade? Est-ce que par exemple tu vas proposer en Provence une bouillabaisse mais version végétale? T'as des trucs comme ça ou... Alors moi, je fais pas forcément une cuisine, ce que j'appelle de simili. De temps en temps, je m'amuse à faire du mimosa pour rappeler l'œuf mimosa, etc. Mais c'est vraiment pas ma cuisine. Moi, je suis plus à développer une cuisine créative. Je cherche pas forcément à traduire les codes de la cuisine traditionnelle en cuisine végétale, parce que je trouve que souvent, c'est des démonstrations qui peuvent être un petit peu compliquées, parce qu'en fait, les personnes vont forcément chercher les points de similitude. Et voilà, une bouillabaisse végétale, ça sera jamais une bouillabaisse à base de poisson. Donc moi, c'est vrai que dans ma démonstration, parce que je fais ça aussi pour porter la voix de ceux qui n'en ont pas, hein, moi je le fais vraiment ce métier pour prêter ma voix aux animaux, et c'est vrai que du coup je me hasarde pas sur ce type de cuisine là. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plutôt spécialisées et qui le font très bien, mais moi c'est vrai que je suis plus sur une cuisine créative et moins sur ce registre. Elle a fait plein de super cartes qu'on vous conseillera après avec avec des recettes. On en parlera plus tard, mais vraiment, il y a plein de petites recettes qui sont extrêmement chouettes. On vous mettra le lien de ces cartes. On en parlera un peu tout à l'heure. Et ton Instagram aussi, il donne faim, il est merveilleux. Ton Instagram Merci donne faim. Ah ouais. Merci. Et donc, on va sur une super transition. Ça donne faim. Alors toi, Nathalie, quand on vient chez toi, on ne mange pas. Par contre. Ah voilà, moi c'est l'inverse de Ariane. Ils sont élevés à la dure chez nous puisqu'ils mangent. Il y a un petit potage le soir, mais c'est tout. Oui, parce qu'effectivement, donc il y a 8 ans, quand je suis sortie et que j'étais naturopathe, j'ai voulu essayer le jeûne en me disant je vais peut-être un jour devoir le conseiller à mes clients. Donc je vais vivre l'aventure. Et ça a été une révélation dans les deux approches, deux niveaux différents. Le premier, c'est que le jeûne, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire à vivre pour mon organisme, pour mon cerveau, j'ai vraiment apprécié cette semaine-là, cette parenthèse. Et puis aussi, j'ai découvert l'envers, c'est-à-dire le rôle et la naturopathe au sein d'un groupe et pour accompagner les stages de jeûne. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est ça. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le milieu hospitalier, j'ai toujours travaillé en équipe. Et de me retrouver derrière un bureau toute seule avec les clients en face, c'était pas ma vocation principale, c'était pas mon énergie. Moi, j'ai besoin de le partager, de faire vivre. Et je me suis dit, mais c'est ça, parce que d'abord, le jeûne, c'est extra, c'est une expérience que je voudrais faire découvrir. Et puis, accompagner les personnes sur la semaine, c'est tout bonnement ce que j'ai envie de faire. Donc là, oui, ça fait un moment qu'on y réfléchissait avec Stéphane d'ouvrir un lieu. C'était gîte, chambre d'hôte, mais ça restait assez flou. Et là, ça s'est aligné. Je me suis dit, mais oui, on va lui donner du sens à ce lieu et notre activité principale va être d'accompagner les séjours de jeûne. Donc effectivement, ils ne mangent pas. Les personnes ne mangent pas. Ils viennent se ressourcer. Ils viennent se régénérer, ils viennent pour faire une pause dans cette vie et société un peu ultra connectée, ultra intense, avec beaucoup de stress. Et donc c'est un moment de pause à tous les niveaux, au niveau digestif et puis au niveau intellectuel, au niveau stress. Mais c'est pas si facile que ça de ne rien manger. En fait, il y a une préparation. On peut pas se dire, on part comme ça. Toi, tu nous accompagnes. J'imagine comment ça se passe. En fait, si je te dis, génial, je viens la semaine prochaine faire une semaine de jeûne. Bon, je dirais qu'il faut s'y préparer effectivement. Déjà, des personnes, il faut vraiment avoir décidé et se dire, faut pas j'en ai entendu parler, peut-être que non, vraiment c'est un chemin. Et donc je me dis, il y a des gens qui le feront jamais, qui jeûneront jamais, et c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis, mais il faut vraiment être prêt. Donc ça veut dire se préparer dans sa tête. Le plus dur, c'est de s'inscrire, je pense. Une fois qu'on s'est inscrit, après on se laisse guider. Donc effectivement, il y a une préparation d'une semaine. On fait une descente alimentaire, ce qui s'appelle, on prépare l'organisme à jeûner. On peut pas le mettre en stress comme ça du jour au lendemain. Vous pouvez pas passer de l'entrecôte à rien du tout. C'est pas possible.
Donc on le prépare et tous les jours, pendant une semaine, on va enlever une certaine catégorie d'aliments, des types d'aliments, pour arriver les 2 derniers jours avant le jeûne avec simplement des fruits et des légumes. Et après, le jour où ils arrivent le samedi, on les accueille et là, il va démarrer leur séjour d'une semaine et on va leur servir le soir un petit potage léger. Et Qui doit être incroyable, j'imagine. qui doit être incroyable, oui, parce que c'est le moment préféré des jeûneurs. Le soir, on se retrouve, c'est très convivial. À 19h, on se retrouve autour du potage, ils ont des goûts différents tous les jours, parce qu'on varie, on met 2 légumes tous les jours, donc ça permet d'avoir des goûts et d'alterner, c'est plus agréable, parce que des fois, il peut y avoir la sensation d'écœurement. Et puis, dans la journée, après, ça va être eau, tisane, éventuellement un jus de fruits dilué. On a aussi les cures de jus qui sont depuis cette année qui ont été développées dans le réseau. Et là, c'est des jus frais à l'extracteur qu'on donne 3 fois dans la journée. Oui, tu as parlé du réseau parce que Oui. on fait pas un jeûne. On vous donne toujours des petits conseils quand même dans le podcast, mais c'est vrai qu'on peut pas aller faire comme ça un jeûne n'importe où, n'importe comment. Et donc, il y a un réseau qui existe, dont toi tu fais partie, qui s'appelle... Jeûne et bien-être. Voilà. Tout à fait. Oui, c'est un gage de qualité. Moi, on est parti, nous, la première fois avec Stéphane, jeûner dans ce réseau. J'ai aimé le professionnalisme, l'encadrement, c'est tout protocolisé. On a le bureau qui vient aussi nous en aide avec une infirmière référente et ça nous permet des échanges. On n'est pas seul dans notre coin. Je pense que il faut aussi choisir son lieu quand on vient jeûner. Il faut que ce soit des professionnels, il faut que ce soit des personnes qui soient compétentes. On fait pas n'importe quoi avec le jeûne. Donc oui, pour nous, c'était un gage de qualité d'être dans le réseau. Moi, ce que je trouve génial, c'est que comme tu es une ancienne infirmière, parce que souvent, c'est vrai que moi, j'ai pensé aux jeunes, mais c'est vrai que des fois, je me dis, il peut y avoir, on l'entend, il y a des gens qui disent non, mais c'est dangereux, machin et tout. Voilà, c'est vrai qu'on on entend beaucoup de choses comme ça, et je trouve que en fait, c'est hyper rassurant de savoir que tu es une ancienne infirmière. Moi, c'est vrai que j'irais vraiment facilement chez toi, quoi. Oui, c'est vrai que ça rassure les personnes. Quand je leur explique le parcours professionnel, ils voient que c'est pas, voilà, je sors pas de nulle part, je suis pas une luberlu, j'ai travaillé, j'ai pris en charge les patients pendant des années, j'ai des connaissances et compétences aussi dans le domaine de la santé. Donc c'est rassurant. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui nous disent, oh là là, mon entourage m'a dit, mais tu es folle, tu es dans une secte, attention, tu nous dis le moindre petit mot et on débarque, on vient te chercher. Et puis, ils voient comment ça se passe le premier jour, puis comment on les accompagne sur la semaine. Et à la fin, ils nous disent, en fait, j'ai tellement envoyé de photos, tellement parlé de vous, que c'est les copines qui vont débarquer la prochaine fois parce que ça leur a donné envie. Oui, ça, il faut ce côté rassurant. Il faut expliquer aux gens ce que c'est le jeûne, ce qu'ils vont vivre pendant la semaine, qu'il y a des moments qui sont plus ou moins faciles, mais c'est important de leur expliquer pour que ça se passe bien, parce qu'en fait, toi, tu les reçois aussi avec donc Stéphane, qui est ton mari. Oui. Comme ça, depuis on peut le dire. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Et du coup, il y a un côté très familial aussi. Quand on vient, on se sent bien, on est bien accueilli. Il y a, il y a toute cette chaleur aussi familiale. Le lieu est très joli. Vous proposez aussi des massages? Tout à fait. En fait, c'est vrai que on veut. Les gens nous disent, on se sent comme à la maison. C'est vraiment comme ça qu'on a voulu le lieu. Donc Stéphane est responsable de centre, on appelle ça. Donc il va suivre aussi les jeûneurs pendant toute la semaine. Il les accompagne. Il les a déjà pendant l'inscription. Il les appelle, on leur fait remplir un questionnaire de santé parce que il y a, les gens ne viennent pas jeûner comme ça. Il faut quand même qu'on s'assure qu'ils puissent venir et que ça soit sécurisé. Donc il les a avant et après, pendant le séjour, il les accompagne sur les randonnées. On est tous les deux sur les randonnées. Après, on a 3 types de séjours. Nous, on fait des séjours à thème. Donc les gens viennent jeûner, il y a jeûne et yoga. Donc là, il y a 3 heures de yoga dans la journée, 2 heures de randonnée. Après l'après-midi, c'est plutôt... C'est du yoga doux, je te coupe. C'est du yoga doux, tout à fait, adapté aux jeunes. En plus, on a une super prof de yoga, Marion, qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans. Il fait aussi du yoga sonore, qui fait du chant, qui est dans la bienveillance absolue et c'est vraiment un régal. Donc oui. 3 heures de yoga? 3 heures de yoga, 2 heures de randonnée.
C'est de la vraie randonnée, c'est-à-dire Alors balade, non, c'est de la balade douce parce que nous on veut pas mettre les gens en stress, c'est pas le but de les faire monter la Sainte-Victoire aller-retour en 2 heures. C'est vraiment une activité douce, histoire de mettre en mouvement, d'éliminer aussi. Dans le processus du jeûne, on est là pour détoxiner et éliminer, donc ça va dans ce sens-là. Comme le yoga, il est adapté au jeûne, on va travailler sur l'ensemble des organes, des émonctoires comme on appelle en naturopathie, pour venir soutenir tout le travail du corps qui va se faire pendant le jeûne. Et l'après-midi, c'est la détente. Donc, ils sont au sauna, piscine, massage. Et on se retrouve en fin de journée pour encore 1 heure de yoga tranquille. Et après, autour du bouillon, du potage. Et le soir, tous les soirs, on a un exposé avec un thème. Donc, c'est l'alimentation saine, l'hygiène de vie, le système digestif, la reprise aussi, parce que le jeudi, on va quand même leur expliquer comment ils vont pouvoir reprendre l'alimentation après le jeûne. Oui, parce qu'on mange pas un burger après avoir... Tout à fait. Comme on a préparé son corps avant le jeûne, on va le remettre en mouvement après le jeûne, doucement. On va réintégrer les catégories d'aliments à la fin du jeûne. C'est vraiment encadré. On peut dire que c'est 3 semaines de détox, de nettoyage de détox, parce que c'est ça le jeûne, c'est vraiment du nettoyage, de la régénération, de la réparation, en profondeur. Ça nous donne... On va devoir faire ça, Angelica, là, c'est nos prochaines vacances. Mais on vous accueille avec grand plaisir. mais moi, je suis au taquet. Et ça se passe très bien. Et les gens nous disent, mais mon Dieu, je vais avoir faim, comment je vais faire? Non, on n'a pas de sensation de faim. Au bout du 2e jour, la sensation de faim n'y est plus. Il n'y a ni la sensation de satiété, ni la sensation de faim. On est sur une sensation de non-faim. Si on a des sensations, c'est des envies. Donc, on a envie, parce que le cerveau commande des fois beaucoup de choses. Donc, on voit passer des côtelettes mais ça, c'est... Ou des légumes. Ou des légumes. Ou des gâteaux d'Ariane. Voilà. Tout à fait. Mais c'est des envies. Mais le corps, lui, on n'a pas cette sensation. On n'a pas de sensation physique qui réclame la faim. Donc ça, c'est agréable parce qu'au bout du 2e, 3e jour, les gens nous disent, ah, mais je suis bien, quoi. Si on n'a pas cette envie, si le système nerveux ne commande pas tout, ben c'est très agréable. Et on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, puisque moi j'avais des idées aussi reçues il fallait faire des lavements quand on faisait des jeûnes, ou des choses comme ça. Ça c'est des choses qui existent, qui sont pas forcément nocives de ce que j'ai compris. Mais vous, c'est pas des choses que vous proposez en plus? Non, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Donc vous allez dans certaines cliniques, ou alors en Allemagne, en Russie, c'est très répandu le jeûne. Eux, ils font des lavements. Nous, c'est pas obligé. Avant, on était en systématique avec une purge. Donc on disait aux gens, quand ils arrivaient, les pauvres, on les accueillis avec le cocktail de bienvenue, c'était la purge. Et cette purge, on s'est rendu compte avec le temps qu'elle était plus ou moins bien acceptée. Les gens quand même sont assez stressés, déminéralisés, dévitalisés des fois, et c'est pas la peine d'en rajouter avec la purge, ils étaient encore plus fatigués. Donc maintenant, on la propose et elle est plus obligatoire, voire même il y a des personnes qui vont faire leur jeûne sans rien. Il peut y avoir aussi l'hydrothérapie du côlon pour certaines personnes qui sont adeptes et qui aiment. Ils nous disent, moi je ferai mon hydrothérapie du côlon avant, mais il n'y a pas de souci, vous allez voir quelqu'un de compétent. Mais nous, on ne le fait pas ici dans le centre. D'accord, donc c'était bien parce que moi c'est vrai que ça faisait partie de mes choses. Je me disais je vais faire un jeûne, mais alors du coup je vais faire ça tous les jours. Enfin, ça va faire partie des idées reçues quand on se dit je vais aller faire un jeûne et des fois on n'a peut-être pas trop envie. Du coup voilà, donc c'était important de préciser. Oui, c'est important de dire que nous, il n'y a pas effectivement comme ça de lavement ou de choses invasives. En plus, on dit que pendant le jeûne, les jonctions serrées de l'intestin se dilatent et donc c'est pas le moment d'aller faire l'hydrothérapie et d'aller balancer des molécules. Donc on ferait plutôt dans le sens de ne rien faire, quoi. Laisser faire la nature. La nature. Oui. Donc, imaginons que ça y est, avec Angelica, on a fait notre petit jeûne, on rentre à Paris, avec le stress qui revient, nos émissions, tous ces gens incroyables. Comment on fait? Ariane, il faut que tu nous aides là. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que t'as dans les fiches? Alors déjà, moi j'ai les fiches, donc je m'en sentirais mieux que les autres. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, ce qui est chouette, c'est que l'alimentation végétale, elle est vraiment très liée en fait à la reprise alimentaire à l'issue d'un jeûne. Donc, en fait, je pense que c'est presque l'alimentation à adopter les jours qui suivent, avant de faire, comme Nathalie disait, la réintroduction des catégories alimentaires. Donc, les fruits et légumes, c'est très bien. Et puis, on peut réintroduire justement
les textures, parce que voilà, on a consommé des jus, on a consommé des liquides, des choses qui se mâchent, mais pas vraiment. Donc là, on va pouvoir réintroduire des ingrédients bruts. Et l'alimentation végétale va vraiment bien se prêter pour ça, en réintroduisant un petit peu plus tard tout ce qui va être céréales et légumineuses. Et c'est vrai que c'est une cuisine de toute façon qui va vraiment favoriser. Enfin, pour le coup, ce qui est chouette, c'est quand on a une alimentation végétale, même la première semaine est quand même beaucoup plus simple à mettre en œuvre avant de venir au jeûne, et c'est beaucoup plus simple après. Oui, ce qu'on va pouvoir réintroduire dans l'alimentation, ça va être peut-être des smoothies, des salades où on va pouvoir justement appeler à la mastication vraiment plus intensément. Et je pense aussi que quand on sort d'un jeûne, alors après, ça c'est mon expérience personnelle, mais on a envie de toute façon d'aller vers des aliments, une alimentation plus saine. Je trouve qu'il y a comme ça réfrène un petit peu les envies d'alimentation junk food, où on n'a pas envie de se surcharger. Donc je trouve que ce qui est chouette, c'est que l'alimentation végétale, c'est une bonne transition, parce qu'elle va vraiment offrir ce côté de réconciliation, de gourmandise avec l'alimentation, tout en étant dans le respect de ce que le corps a mis en œuvre pendant cette semaine de jeûne. Et effectivement, j'ai écrit un jeu qui s'appelle Se nourrir en conscience. Et dans ce jeu, il y a des propositions comme ça à travers des cartes. En fait, c'est un jeu d'épanouissement personnel. C'est une 40aine de cartes qui sont organisées par catégorie, qui sont des invitations à manger, à vivre, à bouger, à pratiquer. Donc vraiment, c'est un bon support aussi, parce qu'on va pouvoir faire appel à des pratiques de méditation. Enfin, l'idée, c'est d'apprendre aussi à se nourrir autrement qu'avec l'alimentation. Et je trouve que le jeûne, pour ça, c'est aussi un bon tremplin de se rendre compte qu'en fait, que ce qui nous nourrit, ça n'est pas uniquement la nourriture, et que souvent, c'est une réponse un petit peu automatique à la faim, à l'ennui, au stress. Et du coup, c'est vraiment un jeu qui permet de venir apporter à la fois des conseils sur l'alimentation, mais aussi des sources de nourriture un petit peu différentes. Et ça peut être une invitation à bouger, et là aussi, sans forcément aller vers des yogas très dynamiques, mais vers des petites pratiques, des pratiques douces, même de marche, sans pour autant partir non plus dans la randonnée. Mais ça permet, de poursuivre les bénéfices. Et surtout, ce qui va être intéressant avec ces cartes, c'est qu'on n'est pas dans un challenge 28 jours où chaque jour on met en place quelque chose. L'idée, c'est vraiment d'aller vers quelque chose de bienveillant. Et moi, je crois beaucoup, parce qu'alors moi, personnellement, je suis pas du tout réceptive à tout ce qui est chiffré. C'est-à-dire que moi, on ne me convainc pas avec des pourcentages et des chiffres. Je suis complètement hermétique à ça. J'ai été nulle en maths très tôt. Voilà. Donc moi, j'ai jamais compris pourquoi 1 + 1 = 2. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de logique à ça. Et donc du coup, moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus branchée sur l'intuition, sur le ressenti, et le fait de vivre et d'expérimenter. Et vraiment, le jeu, il est tourné vers ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on va pouvoir dire à quelqu'un qui est végétalien ou végétarien, il faut que tu te supplémentes. Et en même temps, il faut comprendre dans l'alimentation aussi ce qui nous manque. Il faut aller vers expérimenter des différents aliments, voir comment ça fonctionne pour soi, et vraiment le ressentir, pour trouver en fait un équilibre alimentaire qui soit pas juste un équilibre alimentaire intellectuel, parce qu'on nous a dit qu'il fallait consommer tant de grammes ou tant de pourcentage de tel aliment, etc. Et donc ce jeu, je le trouve vraiment intéressant de ce point de vue-là, c'est que chaque carte est une invitation à expérimenter. Donc ça peut être expérimenter des temps de repos digestifs, ça peut être expérimenter manger avec sa main non dominante par exemple, pour pouvoir mettre un temps entre soi et l'assiette, pour pouvoir réinvestir sa nourriture autrement. Ça peut être manger les yeux bandés aussi, voir ce qui se passe quand on ne fait plus appel à ce sens qui est le sens un peu premier. Et Moi, j'en ai tiré une là ce soir, on mange avec les mains. Ouais, par exemple. Donc et moi je trouve ça assez rigolo, parce que je l'ai pas encore fait, mais je pense qu'on va le faire avec Angelica à mon retour. On peut complètement les mélanger et se faire un petit challenge, genre tous les jours on tire une carte par exemple le matin, et ça va être comme il y a à la fois des expériences, à la fois des recettes, à la fois des méditations. J'oublie des choses, non? Non, c'est ça. Ouais. C'est bien. Et du coup, je me dis que c'est super. Moi, j'ai envie de faire ça là, pour pouvoir en tirer une par jour et me dire aujourd'hui c'était une recette, aujourd'hui c'était une méditation. Ça c'est pas c'est pas quelque chose qui est une routine, ça peut changer et faire apprendre aussi à bien mastiquer. On en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais c'est hyper important. Hyper important. Ouais.
Tu veux nous raconter quelque chose Oui, sur la en tout cas, je mastication? disais que nous, on l'a à ma petite campagne, bien sûr, on a le jeu, hein, ça c'est sûr, et on leur met à disposition. On peut même aussi des fois jouer ensemble, et je le trouve très intéressant et voilà, avec plein d'idées. Et comme tu disais, Ariane, c'est vrai que nous le jeûne, c'est un tremplin à des personnes qui vont s'ouvrir sur une autre cuisine, une autre façon de manger après le jeûne. Et après, il y a des gens qui reviennent aussi d'année en année, donc des jeûneurs, nous, ils sont maintenant fidèles. Et puis, ils nous disent, depuis 5 ans, mais j'ai totalement changé ma façon de m'alimenter, de voir l'alimentation. Et ça s'est fait progressivement. On leur a pas dit du jour au lendemain, non, vous enlevez tout ce que vous avez dans les placards, puis vous remplacez par autre chose. Donc, petit à petit, on leur dit 1 ou 2 choses que vous modifiez au retour, et puis vous allez voir. Et maintenant, ils nous disent oui. Et c'est vrai qu'on prône beaucoup le végétal, beaucoup les légumes, les fruits, du cru, des super aliments aussi qui vont les revitaliser, reminéraliser. Tu peux nous reciter les super aliments? Oh, il y en a plein, mais il y a les algues, il y a les graines germées, on a vu la spiruline, il y a les baies, tu vois encore les oléagineux, on en parle du miel, alors quand on est végétarien ou végan, on n'a pas, mais il y a des super aliments, on leur donne aussi des conseils pendant la semaine, on leur donne des informations, je leur donne des livres de recettes aussi. À la fin du séjour, je leur mets à disposition pour qu'ils voient que on peut manger, on peut se nourrir aussi autrement qu'avec un steak frites et un burger frites. Et d'ailleurs, comme tu disais, ils n'ont plus envie de ça parce qu'ils ont fait l'effort de venir se nettoyer, se régénérer. Et derrière, on se dit c'est trop dommage d'aller perdre tout le bénéfice. C'est comme une fois qu'on a fait le ménage pendant 4 heures, on rentre pas avec les chaussures pleines de boue. C'est ça. Attention un petit peu. Oui. Les chaussures, au début, en tout cas, on essaye de faire attention et c'est un peu le jeûne, de ce que je ressens, c'est un peu une prise de conscience par l'expérience, en passant par le corps, donc en passant vraiment par la matière du corps, qui fait plus prendre conscience que potentiellement juste lire un livre ou avoir regardé une émission ou même écouter un podcast, qui c'est très bien de faire tout ça, mais à la fois là, ça expérimente vraiment dans le corps et c'est là où les prises de conscience sont peut-être plus fortes. Oui, tout à fait, parce que ce que disait Ariane, il faut vivre aussi l'expérience. Et les gens, on n'est plus à l'écoute de notre corps. On se rend compte que dans notre vie moderne, dans notre société, on a l'impression, on n'est plus trop à l'écoute de soi. Et là, c'est revenir à l'écoute de soi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je vis les choses? Et du coup, on lui donne une importance. On retrouve ce corps-là qu'on a un peu perdu. On est très commandé par le système nerveux et le cerveau. C'est lui qui commande beaucoup de nos jours. Et le corps, du coup, on le laisse un peu à l'abandon ou on le néglige. Et on se rend compte que des fois, oui, on va manger. On pense qu'on a faim, mais non, on est juste stressé. Ou on est fatigué. Et quand on manque de sommeil, comme notre société un peu de nos jours, on a perdu quand même 1 heure de sommeil en 10 ans, on est fatigué, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va partir sur du sucre parce qu'on a besoin d'un coup d'excitant, d'énergie, ou on va se mettre à manger alors que non, on a juste soif. Mais donc c'est aussi être ça, c'est ça le jeûne, c'est aussi retrouver ses sensations et être à l'écoute de son corps. C'est ça, parce que du coup, c'est de la nourriture émotive, en fait. Oui, aussi. En plus, quand on part comme ça. Et là, du coup, avec le jeûne, on crée une nouvelle philosophie de vraiment manger pour se nourrir et se faire du bien. Oui, déjà enlever les idées reçues comme quoi si tu ne manges pas le matin ou si tu ne manges pas ce soir, tu risques de tomber dans les pommes. Non, le corps, il est fait. Physiologiquement, nous sommes programmés pour jeûner. On est plus préparé au jeûne qu'à l'abondance. Et c'est l'inverse qu'on a de nos jours. On est dans l'abondance, dans le trop, on n'est pas dans le moins. Mais nos cellules ont ça, c'est inné chez elles. Elles sont faites et elles sont en mesure de jeûner pendant des jours, voire des semaines. Donc ça, il faut quand même bien se le dire. On risque rien en jeûnant. C'est l'inverse. Et puis surtout en étant encadré. Surtout en étant encadré, etc. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on a aussi tendance émotionnellement à vouloir toujours se remplir pour faire peut-être. Et donc oui, il y a ce côté émotionnel. Et comme tu disais, c'est vraiment une philosophie le jeûne. Quand on va plus loin, c'est toute une, comme le végétalien, comme le végan, c'est une philosophie. C'est plus large que ne pas manger. Ça va au-delà. C'est la sobriété, c'est l'écoute, c'est se contenter de peu, c'est s'ouvrir à d'autres choses.
Ah, c'est super. Ça me donne envie, du coup, de te poser la question parce que quand on fait un jeûne, du coup, on doit s'y préparer. Quand on devient végétarien et après végétalien, je pense qu'on peut pas le devenir comme ça. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, avant de commencer l'émission, du jour au lendemain. Comment on se prépare? À la fois, la question que je t'ai posée, comment on se prépare pour un jeûne, mais comment on se prépare pour être végétarien ou végétalien? C'est deux choses différentes. Alors moi, je me suis pas vraiment préparée parce que j'ai eu 2 temps forts qui se sont assez rapprochés dans mon parcours et qui ont fait que je suis tout de suite devenue végétarienne, enfin presque du jour au lendemain. Le temps fort, ça a été ce que je disais tout à l'heure, ça a été d'apprendre en fait qu'on pouvait, on pouvait largement vivre sans consommer de la protéine animale. Et puis juste une petite expérience parce que pour moi c'est quand même, ça a été le plus gros déclencheur parce qu'à ce moment-là je consommais encore des produits animaux, mais je suis partie en woofing. Je sais pas si vous savez ce que c'est des vacances solidaires où on va dans une ferme aider en fait les paysans pour travailler la terre ou pour accompagner le travail des animaux. Et puis je me suis retrouvée en Ariège à m'occuper de poules toute la semaine et il y a eu un moment où c'était le jour de l'abattage des poules. Alors c'était une petite ferme dimensionnée, on n'était pas sur un abattage massif, mais en fait j'étais avec mon compagnon à ce moment-là et tous les deux on s'est regardés en se disant mais c'est impossible pour nous d'aller les tuer. Et à partir de là je me suis dit je ne peux pas manger quelque chose que je ne suis pas en mesure de tuer. Donc j'ai pas un véganisme dogmatique, c'est-à-dire que j'ai pas éliminé en fait de mon alimentation une liste d'ingrédients, mais j'ai eu ce raisonnement-là, c'est-à-dire que je mange uniquement ce que je suis capable de tuer, de cueillir ou de ramasser. Donc ça c'est plus ma philosophie. Donc, tu manges des insectes? Non. Je ne suis pas capable de tuer l'insecte à part le moustique, mais du coup voilà, c'est vrai parce que parfois on me dit oui mais la salade aussi c'est du vivant, mais la salade j'ai pas du tout de scrupule à aller cueillir une salade. Donc c'est vrai que ma transition elle s'est faite un peu du jour au lendemain. Mais j'avais la chance d'avoir eu ces études de naturo et je savais comment remplacer une protéine animale par une protéine végétale, je savais qu'il fallait associer une céréale à une légumineuse. Je savais aussi qu'on n'était pas obligé même de l'associer au cours d'un même repas puisque ça se fait sur, alors certains disent 24 heures, mais en gros, c'est sur l'ensemble de la semaine. Donc, on recrée en fait un équilibre autour de ça. Et donc, moi, ce qui m'a servi quand même, c'est ce bagage-là. C'est-à-dire que j'avais quand même les informations. Voilà, je savais pas ce que j'allais en faire au demeurant, parce que quand je les ai apprises, c'était plus dans l'optique de les transmettre à des clients qui viendraient me consulter en cabinet. Il n'y a jamais de cabinet, cela dit. Mais du coup, j'avais quand même les éléments à m'apporter. Donc très rapidement, j'ai fait la bascule et j'ai su comment faire ce switch en fait, ce switch alimentaire dans mon quotidien. Et si, par exemple, on voulait devenir, par exemple, si moi je me dis, je voudrais être végétarienne demain ou végétalienne, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Est-ce qu'il faut que tout à l'heure tu disais être supplémenté. Comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on fait pour réussir à se supplémenter? Est-ce qu'on doit faire des tests? Est-ce que c'est par quel mode d'administration? Alors moi, par bon sens, je fais une analyse sanguine par an pour voir ma B12, mon fer, ma vitamine D, etc. Donc moi, je conseille de toute façon de maintenir quand même un petit bilan sanguin pour voir où on en est. C'est aussi un bon indicateur de ce qu'on a mis en place. Donc ça, c'est une chose qui sera importante à faire. Donc il y a cette étape-là. Ensuite, la vitamine B12, parce que la vitamine B12, en fait, aujourd'hui, elle est véhiculée par le biais des animaux, parce que les animaux eux-mêmes sont supplémentés en B12. Donc la B12 qu'on ingère, elle vient des animaux. Donc à partir du moment où on supprime toute matière animale, il n'y a plus de source de B12 dans son alimentation, donc c'est impératif d'aller la chercher à travers des compléments alimentaires. Donc là, B12 maintenant, il y a des vitamines qui sont, des compléments alimentaires qui sont commercialisés et donc à raison de 1 à 2 fois par mois selon les dosages. Donc ça, c'est important de le faire parce que c'est une vitamine. À propos de la B12, du coup, c'est quand tu dis c'est par rapport aux animaux, c'est vraiment en mangeant la viande même ou en mangeant des laitages et des œufs, c'est ok? Non, c'est surtout les animaux en fait quand tu manges la viande, etc. Parce que eux, ils sont supplémentés en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la B12, normalement, elle va se chercher dans le sol, et sauf que les animaux aujourd'hui, avec le système d'élevage qu'on a mis en place, ne laissent pas la possibilité aux animaux de synthétiser la B12, et nous, on ne la synthétise pas. Donc, il faut vraiment aller la chercher à l'extérieur. Donc, il va y avoir la B12, donc il va falloir vraiment surveiller. Et puis le fer aussi, puisque le fer qui provient d'origine animale est mieux assimilé par l'organisme, donc il faut aller chercher. Le fer existe dans le monde végétal, mais il faut quand même aller le chercher et l'intégrer dans son alimentation. Il y a pour ça quelque chose qui est fantastique et qui est pas cher. Les et qui lentilles est toute l'année. Oui, et le persil aussi.
Le persil, c'est très riche en fer et en vitamine C, et on sait que la vitamine C, c'est un cofacteur du fer. C'est-à-dire que prendre du fer sans vitamine C, ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'assimile pas. Donc, il y a des associations comme ça qui sont intéressantes à faire. Donc, souvent, par exemple, la spiruline, on va la consommer avec du citron. Et l'avantage du persil, qui est vraiment un petit tips très peu coûteux et qui se consomme toute l'année, c'est que pour le coup, il y a les deux. Donc voilà, surtout pour les femmes, dans les périodes de cycle, c'est quand même relativement important d'aller vers des aliments qui vont être riches en fer. Donc ça, c'est vraiment vitamine B12 et le fer, c'est vraiment les deux points qui sont hyper importants à surveiller. Et après, moi, je pense que c'est surtout une alimentation de bon sens. Donc au-delà de tout ce qu'on peut transmettre en termes de nutrition, il faut consommer de saison, il faut consommer diversifié. À partir du moment où on consomme de saison et diversifié, déjà, on enraye largement tout ce qui pourrait être sujet à des carences. Donc ça, c'est hyper important. Et après, le corps a besoin d'1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Donc si je pèse 50 kilos, j'ai besoin de 50 grammes de protéines. Donc c'est celle-ci qu'il va falloir aller trouver dans l'alimentation. Et là, des associations comme il en existe partout dans le monde, parce que si on regarde toutes les cultures dans le monde, on a souvent observé qu'il y a une céréale et une légumineuse. Il y a la feijoada au Brésil, par exemple, le couscous. Et c'est vraiment quelque chose que nos anciens faisaient sans avoir de notion de nutrition, mais qui faisaient tout à fait naturellement. Et d'ailleurs, tous ces plats-là, historiquement, étaient même sans viande. La viande est arrivée plus tard. Oui, donc c'est important de tenir compte aussi. Alors moi, forcément, je milite pour une consommation plus basse de la viande, mais voilà, de se rendre compte que historiquement, on a ces savoirs-là et que voilà, il faut savoir associer des protéines. Nos anciens savaient le faire, nous aussi. On a les lentilles en France, on a même de la quinoa maintenant en France d'ailleurs, et la quinoa c'est très riche aussi en protéines, c'est une pseudo-céréale. En fait, il faut identifier toutes les sources de protéines. Le soja aussi, une source de protéines importante en cuisine végétale. C'est ça en fait. J'ai l'impression que de nos jours, en plus, c'est beaucoup moins compliqué qu'à l'époque d'être végétalien parce qu'on a plein de produits. Et par exemple, moi, j'ai découvert le soja soyeux. Bon, je suis pas végétalienne ni rien, mais en fait, j'ai découvert ça. J'ai trouvé ça génial. Ça remplace en fait les œufs, tout ça. Enfin. J'ai découvert le soja soyeux à midi. Donc, c'est vrai? Ouais. Tu vois? Bah oui, moi je connaissais. J'en achète de temps en temps pour changer un peu le régime alimentaire, mais je trouve ça incroyable en fait. Et alors tout à l'heure on disait, comme j'en ai mangé à midi, j'ai essayé de poser des questions et tu disais, en fait, non je sais plus laquelle des deux, mais bon les deux peuvent répondre, que le soja il fallait le cuisiner, le faire mariner. Oui, alors en cuisine, le soja, on l'utilise en cuisine végétale, pardon, je précise. Le soja, on l'utilise vraiment comme un cuisinier traditionnel utiliserait des matières laitières. Donc le soja, si on connaît pas et qu'on goûte comme ça, c'est pas très bon parce que c'est très neutre en goût. Alors c'est un bon texturant et en fait il faut savoir que le soja c'est un inhibiteur de goût, c'est-à-dire qu'il y a besoin de faire mariner le soja dans des sauces soja par exemple, dans des vinaigres, voilà, faire des petites marinades pour donner du goût au soja pour ceux qui voudraient faire une transition vers une cuisine végétale. Voilà, il y a besoin de ce temps-là parce qu'en fait il inhibe tout d'abord et ensuite il absorbe les saveurs. Donc on fait infuser, on fait mariner pour pouvoir bénéficier de tous les aspects gustatifs du soja, qui est très riche en protéines et qui est une très très bonne alternative en fait quand on souhaite baisser ou qu'on arrête sa consommation de protéines animales. Super intéressant. Je vais regarder toutes ces petites fiches avec beaucoup d'attention. Oui, parce que ça, même tes tips, ça, on les trouve dans enfin, par exemple, là, quand tu disais la spiruline, faut la consommer avec du citron, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Ce genre de tips, qu'est-ce que on peut vous consulter toutes les deux, vous appelez, vous nous faites un programme, comment on apprend ces choses-là? Alors pour ma part, moi je fais vraiment de la cuisine, donc je propose pas d'accompagnement individuel. Dans le jeu que j'ai créé, j'ai quand même essayé de condenser 3 ans de naturopathie. Alors c'est non exhaustif, clairement, il n'y a pas tout, mais il y a quand même déjà pas mal de petites bases et on trouve comme ça justement des petits tips à l'intérieur de ce jeu de cartes. Mais moi, c'est vrai que cet accompagnement, je le fais vraiment quand je suis sur du séjour, quand j'accompagne un séjour de yoga et qu'au moment de passer à table, j'explique ce qu'il y a dans l'assiette pour que les personnes aussi, elles mettent de la compréhension sur ce qu'elles vont manger. Et c'est vrai que je donne souvent des petits tips comme ça, nutrition, pour que les personnes puissent repartir aussi avec des éléments concrets de choses à pouvoir mettre en place par la suite et que ce soit pas juste une très chouette expérience de yoga ou de séjour bien-être, mais qu'il puisse y avoir une continuité aussi à l'issue du séjour.
Et toi, Et toi, Nathalie? Nathalie? Oui, ben alors nous dans le cadre des stages et des séjours de jeûne, bien sûr qu'on va aborder toute la nutrition et tous ces points-là dont tu as parlé. Ça c'est sûr qu'on en parle en long, en large et en travers. Toute la semaine, on ne parle que d'alimentation pendant les séjours de jeûne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne fait que parler de bouffe, mais on se donne plein d'idées. Donc ça, et puis sinon, moi je peux aussi, j'ai mon cabinet sur place, mais je peux être amenée à consulter, soit par maintenant visio, ça se fait depuis le Covid, on l'a fait aussi, ou sur place sans souci, parce que effectivement c'est un accompagnement, il faut expliquer. Se tenir à disposition, ça s'invente pas quoi. On va pas. Peut-être Ariane, elle a fait du jour au lendemain, mais comme elle disait, elle avait elle avait des tips, oui, et puis toute une connaissance de 3 ans de naturopathie pour pouvoir mettre en place ce nouveau régime alimentaire. Donc c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas toutes ces connaissances-là, il faut les accompagner sur quelques séances quoi. Oui, donc on peut venir te voir. Oui, on peut venir me voir, même on peut faire en soit si on est à Aix, on peut venir jusqu'à ma petite campagne, c'est quand même ah très oui, joli. ça vaut le coup, Ça bien vaut sûr. le coup, mais sinon on peut aussi en visio te Oui. contacter, il y a Oui, aucun tout souci, à on fait. mettra tous les liens. Sans souci. Et justement pour parler de ma petite campagne, donc vous faites donc avec Stéphane ces fameux séjours de jeûne, donc il y en a avec du yoga, de la Alors randonnée. oui, Qigong du coup aussi, j'ai pas dit, mais avec Nathalie qui fait de Qigong, donc c'est 3 heures de Qigong, toujours pareil, même modèle, 2 heures de randonnée, les massages sur vraiment calqués. Et les massages, c'est obligatoire ou c'est en supplément? Non, c'est en supplément et chacun fait s'il a envie ou pas. Hein, c'est proposé. On dit que c'est toujours bien parce que ça détend. On va aussi travailler en la réflexologie plantaire. Moi, je fais le détox et donc on met en mouvement la lymphe, le système sanguin. Juste avec la réflexologie plantaire aussi? Avec soit le palpé roulé, le détox, ça c'est un massage à part entière. La réflexologie plantaire aussi va venir soutenir les organes qui vont beaucoup travailler pendant le jeûne, réguler et accentuer la détox. Donc ça c'est vraiment une option, ils choisissent s'ils veulent ou pas. Souvent les jeûneurs sont demandeurs de c'est un tout, ça va bien avec hein. C'est vraiment le but, c'est de mettre en parasympathique, de se reposer pour que le corps puisse détoxiner le mieux possible. Voilà, c'est pas se mettre en stress. Donc ça c'est les séjours que vous... Voilà, donc et puis randonnée aussi, jeûne et randonnée. Là, c'est 4 heures de randonnée et c'est 1 heure d'éveil matinal le matin. Ça, c'est les 3 types. De toute façon, il y a le réseau Jeûne et Bien-être. On est une 40aine de centres en France et on est sur le même move, le même protocole. Vous allez retrouver dans différents centres la même chose. On mettra le lien aussi. Oui, sur volontiers. Et on peut venir juste en maison d'hôte. Et après, voilà, tout à fait. Donc, on a l'été principalement, parce qu'on a quand même 26 semaines de stage de jeûne maintenant sur l'année, donc c'est quand même conséquent. L'été, on reçoit des touristes, hein, donc en gîte, là. On a une chambre d'hôte et 5 gîtes. Donc, on peut faire de la cuisine, sur demande, éventuellement table d'hôte. Et après, on accueille des stages, des gens, des personnes, que ça soit dans le bien-être, dans le développement personnel ou yoga, qui viennent et qui louent le lieu, qui viennent avec leurs stagiaires. Et nous, on va dans ces cas-là préparer les repas, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Oui, et d'ailleurs, voilà, on va l'annoncer parce que ça va être avec Emma, donc qui était dans les constellations familiales, et moi-même qui ai mon diplôme de coach. Maintenant, nous allons faire chez Nathalie et Stéphane à la petite campagne, et à partir du mois de mars, des stages de 5 jours avec constellation familiale, libération émotionnelle et coaching. Voilà, ça, Voilà, très heureuse ravie de vous accueillir. de pouvoir venir chez toi pour pouvoir faire tout ça. On vous en reparlera évidemment bientôt. Voilà, donc c'est vraiment un lieu dédié à ça. Nous, c'était le ressourcement, développement personnel, repos. Ah, et moi, j'ai pas envie de repartir. Hein. Je pense que je vais rester avec vous encore un petit moment. Nathalie, moi j'avais une petite question au sujet de jeûne aussi. Alors je sais qu'on a parlé, effectivement ça développe une certaine philosophie, c'est bon pour le corps, voilà. Mais il y a une notion aussi très psychologique. Est-ce que du coup ça c'est bon aussi psychologiquement? Parce que si en fait ça enlève un peu les addictions de nourriture émotive, est-ce que ça remet en marche un peu le cerveau? Oui,
disons, comme on disait, c'est global. Donc oui, déjà, on coupe pendant une semaine avec toutes les addictions qu'on peut avoir, sucre ou autre. Donc, on va reprendre une alimentation sur le coup après le jeûne, et ça permet à certaines personnes d'effectivement de retomber dans les addictions peu plus importantes, quoi. C'est vraiment on remet à reset, on remet à niveau. Donc le corps va être beaucoup plus, et au niveau gustatif, beaucoup plus sensible. C'est-à-dire que tu pouvais sucrer avant ton café avec 2 sucres qui te semblaient pas forcément très sucrés. Au retour du jeûne, comme on a une sensibilité exacerbée et plus fine, ben déjà un sucre, peut-être que ça va être beaucoup. Donc, on arrive comme ça à moduler et à avoir moins de dépendance. Donc, et au niveau des émotions, mais au niveau psychologique, bien sûr que il va y avoir un impact. Quand on est par exemple, les gens qui sont un peu en burn-out, des choses comme ça, est-ce qu'un jeûne peut les remettre sur les rails? Oui, après, faut pas arriver, comme je disais tout à l'heure, faut pas arriver complètement fatigué, épuisé. C'est pas le but. Le jeûne risque d'être encore plus difficile à vivre et avoir des répercussions qui vont pas être positives. Il faut arriver, dans ces cas-là, je conseillerais en tant que naturopathe de revitaliser, reminéraliser la personne. Des fois, c'est sur 3 mois, 6 mois, avant de lui proposer un jeûne. Parce qu'on risque de faire l'effet inverse, vraiment. Tu l'as dit plusieurs fois, reminéraliser ou comment est-ce qu'on revitaliser? Eh ben ça, c'est grâce à l'alimentation. Ariane, elle le saurait, mais on va apporter des aliments. Alors déjà, des aliments qui vont être sur le plan nutritif intéressants, qui vont reminéraliser parce qu'ils vont être chargés en vitamines, en minéraux. On a parlé, ou peut-être pas assez, du cru, mais ça, on va le retrouver beaucoup dans les aliments crus, donc les légumes, les fruits, et d'avoir les super aliments dont on a parlé tout à l'heure pour rebooster l'organisme. Après, ça peut s'accompagner d'autres choses, avec des massages, avec des séances de peut-être de sophrologie, etc., pour rebooster la personne, la revitaliser, lui redonner de la force vitale, afin de pouvoir mieux vivre son jeûne et qu'il soit plus efficace. Donc, il faut faire attention aussi à certaines personnes. Si on sort d'un burn-out et qu'on est vraiment épuisé, c'est pas le moment d'aller faire un jeûne. Je pense qu'il faut d'abord redonner de l'énergie à la personne avant de lui proposer le jeûne. Mais oui, après, par contre, une fois qu'elle est reboostée, qu'elle est revitalisée, ça sera bénéfique parce que il y aura plein d'intérêt à ce qu'elle vienne jeûner. Et ça apporte de la clarté mentale, non? Et là, ça apporte de la clarté mentale aussi. Le fait de jeûner, on va utiliser, on appelle ça les corps cétoniques. C'est les graisses que l'on va brûler, qu'on va utiliser à la place du sucre. Et ces corps cétoniques, ils sont un peu euphorisants pour le cerveau, parce que le cerveau les utilise très facilement, beaucoup plus facilement que le sucre. Donc on a un peu ce côté, quand on est en jeûne, on est un peu euphorique, on est léger, on est bien. Et ça, on le retrouve vraiment pendant le jeûne. C'est intéressant d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est un peu comme Est-ce que vous avez déjà essayé de vous disputer dans un hammam ou un sauna? C'est pas possible. Parce que l'énergie, en fait, elle est occupée ailleurs. Et moi, pour avoir vécu une expérience de jeûne, ça m'a fait penser à comme quand on est dans un hammam ou un sauna, en fait, ton énergie, elle est tellement mobilisée que même si tu avais envie d'aller vers des choses un peu éruptives et tout, tu peux pas, en fait. Et c'est pour ça que je dis que ça apporte de la clarté mentale, parce que je trouve que ça amène, en fait, un espèce de repos, même mental. Et je trouve que c'est assez agréable. Tout est fait pour que on se repose, qu'on se détende. Donc c'est vrai qu'on n'a pas envie de se disputer forcément pendant ce moment. Même t'as pas l'énergie. Et t'as pas l'énergie. L'énergie, elle est ailleurs, détoxiner, travailler. Il y a beaucoup d'organes qui bossent pendant le jeûne quand même si les personnes se reposent. Il y a certains organes qui bossent. Enfin, se reposer, 3 heures de yoga, 2 heures de randonnée, un petit bouillon. Enfin, c'est pas non plus. On s'occupe. Disons c'est important déjà de mettre en mouvement, comme je disais, pour avoir le bénéfice, ce côté bénéfice du jeûne, puis pour occuper aussi les personnes, parce que toute la journée à rien faire, c'est à un moment donné on se dire on tourne en rond, quoi, vraiment. Donc il y a double intérêt.
On fait un peu de sport comme ça. Ben oui, on se remuscle parce que on perd de la graisse pendant qu'on jeûne. Donc l'idéal c'est de pas reprendre de graisse, mais reprendre du muscle. Parce qu'on en a pas parlé. En plus, c'est vraiment très bizarre. On n'a pas du tout parlé de les gens font ça. Est-ce qu'on perd du poids? Est-ce que les gens le font dans cette optique-là? Alors il y a, ça dépend. Les motivations. Dis-le parce que je t'ai coupé. Ouais, je vais dire. Les motivations du jeûne sont multiples. Il y a des personnes qui viennent parce qu'elles souhaitent perdre du poids. Alors moi je dis c'est très bien parce que vous allez en perdre. On perd entre alors les hommes un peu plus que les femmes parce que les femmes doivent toujours garder un peu de graisse. Ça c'est fait partie de nos gènes hein, pour nous protéger par rapport à plein de choses. Mais ça peut être entre 3, 6 voire 8 kilos sur les 3 semaines. Hein, on a dit que c'était quand même 3 semaines de détox. Donc il y a des gens qui perdent déjà 2 kilos facilement dans la descente alimentaire. Si c'est pas vos habitudes alimentaires que vous mettez du coup à avoir un régime un peu plus végétarien, forcément on perd du poids. Et puis pendant le séjour, ça peut être 3, 4 kilos selon les personnes. Donc ça peut être une première motivation. Et c'est bien parce que ça peut être un déclencheur. Il y a des gens qui nous disent je n'arrive pas à perdre du poids, j'ai tout essayé. Les régimes, on sait que ça fait un yo-yo et ça ne marche pas. Donc là, on leur dit ça avait un déclencheur. Vous allez perdre rapidement d'un coup, et le but c'est de pas les reprendre trop derrière et de changer ses habitudes alimentaires. Après, on peut avoir des personnes qui viennent pour justement faire un reset. C'est trop stressé, la vie est trop intense. Je viens mettre mon corps et mon système nerveux au repos, et c'est ce que je viens chercher. On a des personnes qui ont aussi des grosses douleurs de rhumatisme, inflammation ou de maladies cœliaques, de maladies liées au système digestif et de grosses inflammations. Et le jeûne, on le sait maintenant pertinemment, ça a des effets, assez impressionnants sur tout ce genre de pathologie-là. Et tout ce qui est cancer aussi, par exemple? Alors, il peut y avoir, oui. Alors, bien sûr que si on est en phase de cancer et qu'on a le traitement, donc c'est pas le moment de venir jeûner, on est d'accord. Mais des gens qui sont sortis de là et qui ont des antécédents de cancer reviennent ou viennent en jeûne en vous disant, moi, je veux faire attention, je veux prendre soin de moi, j'ai compris que il y avait un intérêt à faire le jeûne. Et oui, bien sûr, on sait quand même que les cellules cancéreuses sont moins résistantes au jeûne que les autres, puisque justement les autres c'est inné, les cellules cancéreuses ce n'est pas le cas, et c'est elles qui vont mourir en premier. Donc il y a plein de raisons à venir jeûner. Et des bonnes raisons. Et des bonnes raisons. Oui, en principe c'est des bonnes raisons. Et ce qui nous satisfait le plus et sur lequel on est heureux, c'est que les gens reviennent ou en parlent à leur entourage. Et donc c'est ça qu'on se dit, maintenant ça fait 4 ans qu'on a ouvert, on revoit revenir les personnes, elles viennent accompagner ou elles en ont parlé à leur cousine, à leur tante, à leur frère, à leur sœur. Et on se dit, on sème des graines comme fait le petit colibri et puis comme disait Carabi. Ah, c'est trop chouette. Et oui, et Ariane, comme on arrive un peu sur la fin aussi, j'avais une petite question. T'es nomade, mais du coup, t'es nomade dans toute la France? Ou genre, si par exemple on veut faire des événements à Paris, il y a aucun souci, ou tu restes plutôt dans le sud de la France? Alors, quand j'ai commencé le nomadisme, je me déplaçais plus loin, mais maintenant j'ai resserré mon secteur sur Provence-Alpes-Côte d'Azur pour des raisons de praticité pour moi. Et puis comme c'est un métier qui se développe beaucoup, maintenant on a un petit réseau. En fait, on a un collectif de chefs nomades, et selon les demandes qui arrivent, on arrive à les router en fait vers les chefs nomades en présence dans les secteurs géographiques. Donc on essaie d'avoir aussi une gestion intelligente du territoire pour éviter de multiplier les déplacements qui sont pas très écologiques. Mais c'est génial. Donc, si par exemple, moi, je vais organiser quelque chose, je t'appelle, et puis si toi, tu peux pas, tu vas dire, mais par contre, dans ta région, tu peux me recommander quelqu'un qui est sûr, que toi, tu connais. Exactement. Parce qu'en fait, en ayant mis en place des workshops, on reçoit des gens de toute la France, et ces personnes-là, du coup, maintenant, elles sont identifiées et on arrive à router dans les régions, que ce soit en Bretagne, dans le sud-ouest, peu importe, on arrive à tisser un petit maillage comme ça, de chefs. De chef que végétal, justement, ou de chef nomade? Les deux. Alors, chef nomade sûr et végétalien à 90%, et il y a parfois des chefs qui font du végétarien, mais rarement au-delà de ça. D'accord. Trop bien, on mettra aussi le lien
pour tout. Et là, on arrive vraiment à la fin. On aimerait bien encore parler avec vous longtemps. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Vous m'aviez parlé tout à l'heure de... Moi, je veux bien un petit mot me concernant sur une pratique qui va pouvoir faire le lien entre Nathalie et le centre de jeunes et ma pratique de cuisine végétale. C'est une pratique japonaise, une pratique alimentaire qui s'appelle Hara Hashibu. Et Hara Hashibu, c'est un bon exemple de choses qu'on a évoquées. En fait, c'est une pratique qui consiste à manger à 80% de sa faim. Et je trouve que c'est une très bonne pratique parce qu'elle permet une présence à soi, parce que ça veut dire quoi? Manger à 80% de sa faim, ça veut dire que déjà il faut évaluer au quotidien si on est à 100, 120%, si on est en trop plein ou en trop peu, parce que parfois il y a des gens qui mangent à l'inverse, pas suffisamment. Donc l'idée, c'est déjà d'identifier ça et puis de mettre en place cette pratique qui permet surtout de pas mobiliser toute l'énergie du corps à la digestion, mais surtout de permettre en fait au corps de pouvoir à la fois digérer et de nous permettre quand même d'initier les choses qu'on a à mettre en œuvre dans la journée. Parce que si on mange trop, le corps va solliciter trop d'énergie et en fait, ça va faire des gros coups de barre et des grosses baisses d'énergie en fait. Voilà. Ah ben, Super. Ouais, Et j'en ça, avais entendu parler déjà et c'est vrai que après je pense que c'est un entraînement aussi pour évaluer le pourcentage, mais du coup ça aide à la concentration et à ce qu'on fait avec notre assiette, quoi. Oui, et comme c'est une pratique qui demande du temps, parce que pour le coup, il faut l'évaluer, donc ça peut être évalué à chaque repas, en fait, les bonnes habitudes et les remplacements d'habitudes surtout, elles arrivent aussi par la répétition. Donc, si à chaque fois qu'on se met à table, on imagine manger à 80%, le fait de répéter, en fait, on va identifier à quel moment et on va pouvoir mettre en place tout à fait naturellement et se surprendre après à le faire sans avoir besoin de forcément poser sa conscience dessus. on finit avec ce petit tips qui est quand même assez intéressant. Et toi, Nathalie, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Non, mais je retrouve effectivement, on en parle pendant le séjour, d'être à l'écoute de son corps et notamment pendant le repas, manger en conscience. Donc ça, c'est sûr, mastiquer et puis garder toujours un peu de place à la sortie. Et voilà, moi, je voulais dire que, nous vous accueillons volontiers. Venez tenter, venez expérimenter le jeûne parce que vous en ressortirez différent. Et puis, si c'est pas pour un jeûne, on sera ravis de vous accueillir pour tout autre type d'événement. Oui, pour les constellations, par exemple. Très Des volontiers. libérations Ça, c'est émotionnelles sûr. de coaching. Oui, Voilà. oui. En tout cas, prenez soin de vous et c'est le plus important. Bon, en tout cas, on était ravis de passer ce moment où on se sent déjà Merci. mieux, même si on a... Enfin, moi, j'ai déjeuné avec... Il m'avait fait quand même un super déjeuner, donc je me sens déjà vachement plus légère Et oui. et très heureuse. Expérimenter Ouais, tofu. j'ai expérimenté tout. Et je trouve ça vraiment très agréable de prendre soin de soi et d'avoir des gens comme vous qui, justement, peuvent accompagner dans toutes ces transitions et ces prises de conscience. Merci à vous deux. Merci. Merci en tout cas. beaucoup. Merci. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.